Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous devons aborder le 19e siècle. Nous arrivons vers la fin de notre parcours dans l'histoire de la langue. Comme je vous avais déjà dit dans les séances précédentes, et cela est particulièrement vrai pour le 19e siècle, nous ne pourrons pas aborder toute la richesse que ce siècle nous offre du point de vue littéraire. Nous serons donc obligés de faire une sélection, de nous concentrer sur certains aspects pour donner l'exemple des phénomènes les plus importants qui entrent à cette époque dans l'histoire de la langue. En fait, le 19e siècle est un siècle extrêmement riche, mais par exemple, nous ne traiterons pas la langue poétique malgré le fait que la production poétique du siècle est très importante et très intéressante. Nous nous concentrerons donc sur un principe, sur un courant qui est le romantisme, à cause de son importance euh, pour l'entrée de la langue parlée dans la littérature. Et nous allons voir en plus la connexion entre romantisme et le naturalisme, justement dans la direction d'une approche toujours plus hum, ouvert vers la langue parlée. Nous verrons aussi quelques aspects historiques très importants du siècle pour ce qui concerne l'histoire de la langue. Mais je vous propose donc d'entrer immédiatement dans la présentation de quelques idées fondamentales. Alors, comme vous voyez déjà, un des personnages fondamentaux de l'époque est déjà représenté dans cette image. En effet, le 19e siècle, le début plutôt du 19e siècle est l'époque de Napoléon. Et le personnage de Napoléon est très important euh, sur plusieurs aspects évidemment, mais aussi pour sa mise en pratique, pour ainsi dire, des idéaux de la Révolution. On a déjà parlé la semaine passée de l'importance de la Révolution, mais du fait aussi que beaucoup d'idées lancées par les révolutionnaires, en fait, à cause des contradictions qui caractérisent la période révolutionnaire, n'ont pas été en pratique. Or, la centralisation du pouvoir dans les mains du seul Napoléon permet d'une certaine manière de réaliser, permettre à Napoléon de réaliser, de mettre en pratique ses idéaux dans le bon et dans le mauvais sens. Parce que, évidemment, il y a certains idéaux qui euh, favorisent une ouverture de la société d'une certaine manière, mais cela est toujours imposé de manière autoritaire et centralisée. Un exemple nous est fourni par l'organisation des écoles et donc, par conséquent, l'imposition d'une langue unique. Donc, un certain nombre de réformes opérées par Napoléon euh, permettent de imposer à tous les niveaux, à partir de la réorganisation des écoles, donc d'imposer à tous les niveaux une langue qui devrait être la langue française unique, parlée et comprise, et aussi écrite par tout le monde. Donc c'était une idée qui avait déjà été développée pendant la Révolution, mais qui commence à être réalisée seulement à l'époque de Napoléon. Cela, à côté de cela, on trouve aussi euh, un étouffement systématique de la réflexion qui concerne la variété linguistique. Donc, si pour imposer cette langue unique qui permettrait la communication et l'accès à la culture de la part du plus grand nombre de Français, Napoléon va, de l'autre côté, euh, écraser, pour ainsi dire, les langues, les dialectes et toutes les langues minoritaires qui étaient encore restées vivantes et pratiquées sur le territoire français. Donc, même le débat qui commençait à se développer à propos de l'intérêt de cette variété linguistique est étouffé par le pouvoir de Napoléon. Et de l'autre côté, du point de vue de la construction grammaticale, on assiste d'une certaine manière à un retour de l'attitude
puriste, une attitude qui se veut euh, point de référence et autorité suprême pour ce qui concerne le bon usage de la langue, avec donc, par conséquent, une ingérence des préceptes puristes dans l'écriture littéraire. Encore une fois, comme on l'a vu déjà dans les époques précédentes, certaines interventions des Gamériens visent à corriger aussi la langue littéraire utilisée par les écrivains. Euh, on a parlé donc de cette opération de centralisation et d'imposition d'une nouvelle éducation et de la connaissance de la langue française. Cela se voit aussi au niveau de l'appareil de l'État, pour ainsi dire, parce que la connaissance de la grammaire et de l'orthographe du français devient une base essentielle pour l'ascension sociale. C'est ce qu'on voit dans certains ouvrages qui sont publiés à cette époque, et en particulier, je vous montre un extrait de cet ouvrage de Desgranges. Regardez le titre, parce que déjà le titre est très significatif. Petit dictionnaire du peuple à l'usage des 4/5 de la France. Donc, disons qu'on a déjà établi un certain pourcentage de Français qui devront être immédiatement euh, connectés à cette connaissance de la langue pour favoriser une plus grande intégration dans la société. Desgranges dit dans sa prémisse de ce dictionnaire, si par mon dictionnaire un de mes lecteurs se défait de ses fautes les plus grossières, il sera content de lui et de moi. Devenu puriste sans s'en douter, il rira de ses amis et de ses proches même, et il les forcera, pour ainsi dire, à extirper le jargon que je cherche à extirper. Donc, d'un côté, comme on voit, ces ouvrages de type puriste visent à extirper le jargon et mise sur la volonté des personnes elles-mêmes de s'élever d'un point de vue social aussi à travers la langue. Donc, je trouve que c'est un exemple assez significatif de ce que j'étais en train de dire. La centralisation et l'imposition napoléonienne concernent également le droit français et la langue française à cette époque se stabilise aussi bien en tant que langue du pouvoir et langue du droit. En 1804 paraît la première édition du Code civil français, ce qu'on appelle également le Code Napoléon, qui deviendra un modèle du droit pour une bonne partie de l'Europe et du monde. Et donc, encore une fois, c'est un succès de la langue française qui devient un modèle pour la culture et pour la politique aussi d'une bonne partie de l'Europe. D'un point de vue culturel, par contre, on assiste à des tentatives de censure aussi de la part de Napoléon et de son gouvernement. En fait, la censure de Napoléon frappe également les journaux et la littérature qui ne sont pas, euh, qui ne vont pas dans la direction de ces réformes. Beaucoup de journaux sont fermés et du point de vue de la littérature, en fait, on assiste à un certain manque de nouveautés dans les premières années du 19e siècle. Euh, on a, dans tous les premières décennies, euh, on ne voit pas émerger des figures très importantes, avec l'exception remarquable tout de même du jeune Chateaubriand, qui jouera un rôle fondamental pour le développement de la littérature française dans le 19e siècle. Et l'autre exception est celle de Madame de Staël. Donc, Chateaubriand et Madame de Staël, deux personnages qui seront aussi très importants pour l'implantation et le développement de l'idée romantique en littérature. On peut donc passer à la deuxième fiche dans laquelle je voudrais me concentrer un peu plus sur la réforme de l'école et de l'instruction. Je vous avais dit la semaine passée, en parlant de l'époque révolutionnaire, que les révolutionnaires avaient déjà prévu et organisé une réforme de l'instruction primaire dans la volonté de réduire ou d'éliminer tout court l'influence de l'Église dans l'instruction. Comme vous savez, l'école primaire en particulier était jusqu'à
l'époque révolutionnaire, confiée aux ordres religieux et en particulier aux jésuites. L'attitude anticléricale et en partie antireligieuse de la Révolution fait en sorte que les écoles religieuses sont fermées et on commence à projeter une réforme de l'instruction qui, encore une fois, n'est pas mise en pratique pendant les années révolutionnaires. On avait développé des projets, mais on n'était jamais parvenu à organiser de manière concrète, de manière pratique, cette réforme. La décision de Napoléon est en quelque sorte une décision euh, réaliste, pragmatique, puisque en absence d'une réforme complète de l'instruction, Napoléon rétablit les écoles religieuses en 1808, qui restent en fait les seules écoles primaires en France pendant l'époque de Napoléon. En laissant, encore une fois, pour l'instant, aux écoles religieuses la tâche de former les élèves dans les premières années de l'âge scolaire, Napoléon se concentre, à l'époque de son consulat et de l'Empire, s'occupe de l'instruction secondaire et donc d'une réforme, de mettre en pratique une réforme de l'instruction secondaire. Parce que, encore à l'époque de Napoléon, par exemple, en 1807, euh, la plupart des enseignements aux écoles secondaires sont toujours donnés en latin, y compris l'enseignement du français, aussi bien comme celui de beaucoup d'autres disciplines. On assiste aussi, à l'époque, au début du 19e siècle, au progrès de l'activité scientifique, ce qui favorise la victoire définitive du français, parce que le français devient forcément, à cause de la formation de beaucoup de nouveaux mots que le latin ne peut pas intégrer, le français devient la langue officielle des sciences. Et cela se transfère également dans le système scolaire, ce qui fait en sorte que, de manière progressive, le français remplace le latin dans l'enseignement secondaire, en particulier à partir de 1832. Donc nous sommes déjà bien loin de l'époque de Napoléon, mais vous voyez que ce sont des réformes qui euh, demandent un certain temps pour être mises en pratique de manière conséquente. On avait parlé de la connaissance de la grammaire et de l'orthographe en tant que atout pour favoriser l'ascension sociale. Euh, D'un point de vue scolaire, on voit aussi que on insiste beaucoup sur l'apprentissage de l'orthographe au point que la connaissance de l'orthographe est recommandée par l'Académie, la connaissance de l'orthographe de l'Académie française est recommandée et requise, en quelque sorte, pour obtenir n'importe quel emploi public. On a fait pas mal de recherches sur cette obligation. Des articles récents ont montré que cette obligation n'a en réalité jamais été formulée de manière claire, mais c'est en tout cas vrai que de plus en plus, pour l'accès à certains postes d'emploi public, on demande de savoir lire et écrire de manière claire et en particulier, on demande de savoir maîtriser la langue française d'un point de vue orthographique. Euh, du côté de l'école, on assiste à l'imposition d'une grammaire, ce qui uniformise en quelque sorte l'apprentissage du français dans toutes les écoles de France. La grammaire qui est choisie pour devenir la base pour la formation des étudiants des écoles françaises est la grammaire de Noël et Chapsal, éditée pour la première fois en 1823. Vous voyez l'image de couverture de la première édition, et euh, grammaire qui devient, comme je disais, obligatoire dans toutes les écoles, ce qui crée en fait des bases. C'était une bonne grammaire, pas extraordinaire, mais en tout cas une bonne grammaire systématique, très différente par rapport
aux grammaires d'approche anciennes qu'on trouvait dans les siècles précédents. Et donc, ça devient un instrument très important et très utile pour l'uniformisation de l'apprentissage du français dans les écoles. Et finalement, je fais évidemment de passage, je saute beaucoup d'étapes, pour ainsi dire, mais euh, la réforme de l'école s'accomplit dans les dernières décennies du 19e siècle avec le ministre Jules Ferry. C'est avec les réformes voulues et appliquées par Jules Ferry que l'enseignement élémentaire devient, pour la première fois, laïque, gratuit et obligatoire pour tous en permettant à tous les niveaux de la société française d'accéder en tout cas à un niveau primaire, élémentaire de l'instruction. Voilà pour ce qui est des progrès de l'éducation et de l'instruction pendant le 19e siècle, ce qui fait évidemment que avec l'imposition d'une langue unique, avec la réforme de l'instruction à partir de l'instruction primaire, avec l'adoption de certains instruments comme l'orthographe de l'Académie française et la grammaire de Noël Chapsal, la France se dote de certains instruments qui permettent de former une plus large partie de la population. On passe maintenant à notre troisième fiche et on se concentre là par contre d'un point de vue sur la question littéraire, encore une fois, et sur le courant romantique que je vous avais dit au début qu'il faudra forcément négliger beaucoup de moments et de personnages très importants et très intéressants d'un point de vue littéraire, mais je préfère me concentrer sur le rôle joué par le romantisme dans l'évolution linguistique. En fait, alors, on doit à Chateaubriand l'introduction de certaines idées qu'on appelle idées romantiques en littérature, en particulier cette idée euh, d'une vague de passion, d'une culture euh, non plus uniquement fondée sur la mesure, sur le contrôle de la langue, mais aussi sur l'émission des passions personnelles, euh, qui se fait, par contre, en tout cas dans le cas de Chateaubriand, encore dans une langue très classique. Donc la langue littéraire, en tout cas avec Chateaubriand, reste classique, surtout d'un point de vue de la syntaxe, qui est encore assez complexe et proche de la langue latine, mais euh, à travers cette langue classique, on exprime une nouvelle sensibilité, des nouveaux idéaux. En particulier, et pas, cela pas tellement avec Chateaubriand, mais avec les progrès du courant romantique, on voit que, pour ainsi dire, l'ensemble des usages et des situations de la langue française prend place dans la scène culturelle. Je vais vous expliquer cette affirmation, mais avant de cela, il faut souligner aussi le fait que, comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de nouveautés du point de vue littéraire au début du siècle, et même pas du point de vue linguistique. En fait, il y a très peu de changements linguistiques, en tout cas jusqu'au 1848. On prend cette date comme point de référence parce qu'il s'agit d'un côté de l'année de la Restauration, de la monarchie, et de l'autre côté, c'est l'année aussi de la mort de Chateaubriand. Donc, disons que euh, la première partie du 19e siècle est entièrement occupée par la figure très importante de Chateaubriand. Dans la deuxième partie du siècle, par contre, il s'agit de l'époque du Parnasse, mais également de personnages importants tels que Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé. Et encore une fois, je les évoque sans pouvoir en fait entrer dans les détails de l'emploi de la langue de la part de ces poètes, parce que on est obligé de choisir. Et j'ai décidé de ne pas m'occuper de la langue poétique. Ça serait un discours trop complexe, même si l'évolution de la poésie, en particulier dans la deuxième partie du 19e siècle, est très importante aussi pour une conception de la langue. Je reviens à la phrase que je vous ai lue, la phrase que vous avez affichée. Qu'est-ce que ça signifie que l'ensemble des usages et des situations? Cela signifie que pour
pas tout à fait la première fois, mais pour la première fois de manière systématique, euh, tous les niveaux linguistiques, même la langue parlée et toutes les situations sociales dans lesquelles la langue est employée, trouvent leur place dans la littérature. C'est-à-dire que la littérature romantique est très attentive aux expressions linguistiques de la langue parlée, par exemple, du peuple, ou en tout cas d'une certaine partie du peuple. Un personnage qui incarne très bien cette attitude est bien entendu Victor Hugo. Victor Hugo, qui était un géant d'un point de vue culturel dans le 19e siècle, est très important non seulement pour ses romans sur lesquels on reviendra dans la partie de texte, mais également pour sa réflexion sur l'importance de la parole. Une réflexion qu'on trouve exprimée en particulier dans quelques pièces poétiques regroupés dans les contemplations. Là aussi, on parlera de certains de ces textes dans l'analyse des textes. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer qu'avant même euh, l'écriture des romans les plus importants de l'époque romantique, il y a une réflexion poétique qui se fait sur l'importance du mot et sur l'importance de la langue. Victor Hugo, dans ses ouvrages, euh, pose la puissance poétique, la puissance de l'expression poétique au service de la richesse expressive de la langue, sans accepter de compromis ou une sorte de hiérarchisation des niveaux linguistiques et des mots. De ce point de vue-là, les nouveautés lexicales, on en parlera quand on dans la partie consacrée au lexique. De ce point de vue-là, les nouveautés lexicales qui sont restées dans l'usage à partir des textes de cette époque décrivent ces changements, les changements linguistiques que je suis en train de vous présenter, beaucoup mieux que les dictionnaires eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est au XIXe siècle, en particulier vers la moitié du XIXe siècle, c'est surtout aux ouvrages littéraires qu'on doit euh, le témoignage du changement linguistique et de l'introduction de certaines nouveautés lexicales. On est dans une époque, et là je passe encore une fois du côté littéraire au côté pratique, social pour ainsi dire, parce que on est là dans une époque dans laquelle l'école, on en a parlé avec la fiche précédente, mais aussi par exemple le service militaire qui devient obligatoire pour tous les Français en principe, ce sont des instruments qui diffusent la langue française et aident à mettre en pratique ce procès déjà voulu par Napoléon de écrasement, pour ainsi dire, de la pluralité linguistique. À un moment donné, on n'a même plus besoin d'intervenir avec des mesures de contrôle de la pluralité linguistique, puisque c'est la vie de tous les jours, justement, le fait qu'il y ait une école laïque et ouverte à tout le monde, le fait qu'il y ait un service militaire dans lequel ces gens sont obligés de se parler dans une langue commune, favorise l'expansion de la langue française unique au détriment de la pluralité linguistique. En revanche, du point de vue littéraire, on voit que certains auteurs retrouvent un certain goût pour les langues minoritaires, en particulier pour les langues des régions dont ils sont originaires. Un exemple typique est l'exemple de Flaubert et du breton. Évidemment, on ne se concentrera pas tellement sur cet aspect, mais il est important de souligner que si, d'un point de vue politique central, il y a une volonté d'imposition d'une langue unique du français, aidée en cela par certaines pratiques de l'école du service militaire, du côté culturel et littéraire, il y a par contre une reprise et une revalorisation de ces langues minoritaires, et en particulier des dialectes et des patois, comme on verra. Cela se voit aussi par la reprise de force de l'expression occitane. L'occitan avait été négligé et oublié pendant des siècles, était déjà en voie de disparition, parlait seulement au niveau de patois, mais sans plus d'expression linguistique après le Moyen Âge pratiquement. Il y a au XIXe siècle une sorte de résurgence de la langue occitane, en particulier avec la personnalité de Frédéric Mistral et du groupe
culturelle fondée par Frédéric Mistral, euh, qu'on appelle le Félibrige, qui se donnait la tâche de réhabiliter la langue d'oc, en particulier au niveau littéraire et au niveau de la poésie épique. Il y a donc une nouvelle floraison d'ouvrages écrits directement en langue d'oc, en occitan, et d'un point de vue international, cette opération est reconnue au point que Frédéric Mistral se voit assigner le prix Nobel de la littérature vers la fin de sa vie, en 1904, mais ainsi faisant, l'Académie du Nobel reconnaît l'importance de l'opération de Mistral et de son groupe par rapport à la récupération des langues qui ont eu une histoire fondamentale d'un point de vue littéraire, mais qui étaient en train de disparaître de la scène culturelle mondiale. Nous arrivons donc à la dernière fiche dans laquelle je voudrais un peu approfondir l'aspect que j'ai déjà énoncé concernant l'entrée de ce qu'on appelle la parole spontanée, c'est-à-dire la langue parlée, la langue populaire, l'entrée dans la littérature. Alors, avant de parler de cela, il faut anticiper un aspect, c'est-à-dire le fait que les progrès de l'imprimerie et les progrès de l'accès enfin, de la formation culturelle fournie par les écoles permettent une diffusion des textes imprimés qui circulent de manière plus large, même en dehors de ce qu'on appelle l'élite cultivée, et que finalement a toujours été le lieu privilégié pour la production culturelle et littéraire. On assiste à la diffusion et à la publication de certains ouvrages de littérature qui n'est pas littérature très élevée, mais une littérature en tout cas à prix contenu et à large diffusion, comme par exemple la littérature de colportage, ce qu'on appelle la bibliothèque bleue et le roman feuilleton publié à épisodes dans certains journaux. Euh, il s'agit d'une tendance qui n'a pas été inventée par le 19e siècle, ça il faut bien le savoir. Cette idée de utiliser une certaine littérature plus populaire et simplifiée dans le but d'une diffusion plus large avait déjà commencé au XVIIe siècle. Mais elle a été évidemment revitalisée par la scolarisation plus large et donc la possibilité à un plus large nombre de personnes d'accéder au savoir et à la lecture. N'oublions pas que euh, beaucoup de grands écrivains commenceront leur publication à ce niveau-là, un niveau par exemple de la littérature, des feuilletons. Beaucoup de grands romans du 19e siècle sont publiés d'abord à épisodes dans des journaux avant que dans un volume unique par une maison d'édition. Donc, toute cette nouvelle diffusion de la culture, même si à un niveau plus simple, plus élémentaire, pour ainsi dire, a, euh, montre son importance aussi dans le fait que la littérature elle-même commence à prendre en considération la langue véritablement parlée en France, en particulier par les niveaux les plus bas de la société. Le romantisme découvre évidemment, enfin découvre, donne voix, pour ainsi dire, à la situation de la partie la moins connue de la société française, les ouvriers, la pauvreté aussi qui existe à un certain niveau. Et donc, la littérature de l'époque romantique abandonne en quelque sorte la rhétorique uniforme, très élevée, qui s'était formée dans les siècles, et introduit une écriture qu'on appelle l'écriture mimétique, c'est-à-dire qui a tendance à imiter la manière de parler de certains personnages qui font partie des niveaux les plus bas de la société. Donc les grands écrivains, tout à l'intérieur d'un cadre évidemment fortement élaboré et écrit dans une langue très élevée, on donne tout de même de l'espace à la langue parlée de la part de certains personnages. Cela aussi du côté de certains grands écrivains, comme je vous disais.
On peut nommer, bien sûr Victor Hugo, par exemple dans Les Misérables, sur lequel on reviendra, mais surtout, hem, Honoré de Balzac, par exemple, qui avec, son, ensemble d'ouvrages qui seront regroupés dans ce qu'on appelle la comédie humaine, montre justement c'est un des premiers qui montre cet accès, cette entrée de la langue parlée dans la littérature élevée. Et puis un autre exemple, très connu de cette attitude est Les mystères de Paris de Eugène Sue. À cela, à la langue parlée, on ajoute aussi quelque chose de plus spécifique, de plus technique, qui est l'argot. C'est-à-dire, l'argot naît, là aussi, il ne s'agit pas évidemment d'une invention du 19e siècle. L'argot existe depuis bien longtemps, mais c'est au 19e siècle que sa diffusion devient massive et importante, et aussi que l'attention de la culture vers cette langue inventée se fait plus évidente et plus importante. Là, qu'est-ce que c'est que l'argot? L'argot, en fait, est le lexique cryptique des malfrats, euh, fait pour, évidemment, parler dans une langue qui constitue une sorte de code secret pour empêcher les gens qui sont extérieurs à cette société, disons, de comprendre ce qu'on va se dire, mais une partie de cet argot euh, est assumée non seulement par euh, ces, disons, sociétés de malfrats et de criminels, pour ainsi dire, mais est assumée aussi pour toute une partie plus large de la population et une partie de ce lexique de l'argot entre de manière stable dans la langue française des couches les plus basses de la société. De ça aussi, évidemment, on en parlera quand on abordera l'analyse des textes. Euh, avec évidemment l'entrée de Lago en littérature, on assiste à l'entrée de tout un lexique populaire dans ces ouvrages. Et là, on peut nommer, j'ai mis justement le nom de Flaubert et de Huysmans. On peut évoquer, par exemple, Madame Bovary, bien sûr, en particulier la langue du personnage de Homais dans le roman de Flaubert, mais on peut évoquer aussi les sœurs Vattard de Huysmans. Euh, Comme un exemple d'emploi de l'argot dans la littérature. Tout cela s'insère dans un mouvement de grande expansion lexicale qui caractérise tout le siècle, à laquelle correspond par contre une évolution plus limitée d'un point de vue phonétique et grammatical. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, finalement, on assiste à une stabilisation, comme on verra, de la langue d'un point de vue de la phonétique et de la grammaire, de ses bases donc, mais par contre, on assiste à un grand bouleversement lexical et à l'entrée de beaucoup de nouveaux mots dans le lexique de la langue française. Pour terminer la partie histoire externe, je voulais juste vous donner euh, quelques instruments publiés dans le siècle qui seront très importants pour l'approche linguistique, justement. Il y a d'un côté le travail euh, très important d'un point de vue étymologique d'Émile Littré, qui publie à cette époque, vous en voyez la couverture dans l'image, publie le dictionnaire de la langue française, qui est un véritable dictionnaire étymologique qui s'occupe d'étudier l'histoire des mots de la langue française. Et à côté de ça, on assiste également à la publication du grand dictionnaire universel de Pierre Larousse, un instrument différent par rapport au dictionnaire étymologique de Littré, un instrument qui, plutôt que de se concentrer sur la longue histoire des mots, se concentre sur le 19e siècle, c'est-à-dire sur le siècle dans lequel il est publié, avec une attitude, comme dit le mot lui-même, une attitude plus encyclopédique, pour ainsi dire, d'accès à tous les niveaux de la culture et des sciences. La dernière nouveauté importante qu'on doit signaler pour le 19e siècle est évidemment l'expansion importante de la langue française en dehors du territoire
de la France elle-même. On avait déjà vu l'expansion du français et l'adoption du français en Canada. On avait déjà vu que le français était, au cours du 17e et 18e siècle, surtout devenu la langue de la diplomatie et des cours européennes. Au 19e siècle, on assiste au phénomène du colonialisme et donc à l'accès à la langue française de toute une série de pays euh, africains colonisés par la France. Algérie, Maroc, Tunisie, Gabon, Congo, Tchad, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, ainsi d'autres pays. On verra l'importance d'une certaine manière de ce phénomène triste en quelque sorte du colonialisme, mais qui permettra euh, la naissance d'une nouvelle littérature, d'une nouvelle écriture en français dans un territoire très large qui ne coïncide plus avec ce qu'on appelle la France métropolitaine. Voilà, alors c'est tout pour la partie d'histoire externe. On passe maintenant à l'analyse des fiches phonétiques et lexicales.